Une relation saine entre frères et sœurs, c'est une relation où on communique, où chaque enfant a sa place et peut partager avec l'autre, où il y a des conflits et où on résout les conflits. Selon les études actuelles, les frères et sœurs se disputent en moyenne toutes les 10 minutes, donc 6 fois par heure. C'est considéré comme normal. Les relations entre frères et sœurs ont clairement été négligées dans les études comparées menées sur les relations parents-enfants dans différentes cultures. Et je pense qu'il est important que la recherche et les parents s'intéressent aux relations frères-sœurs, car ces relations contribuent pour beaucoup à la dynamique de la vie familiale. Elle est encore petite, mais quand on dort, je lui fais plein de câlins. Je lui tiens la main et elle tient la mienne. Je m'appelle Patrick. Et moi, je m'appelle Myriam. Elle, c'est Mara. Elle a 3 ans et 9 mois. Et voici Zoé, qui a eu 4 mois cette semaine. On savait d'emblée qu'on voulait un deuxième enfant. Donc soit on attendait, soit on enchaînait assez vite avec l'espoir qu'ils puissent jouer ensemble. Et que nous, on sorte rapidement des couches. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Quand Mara a eu 2 ans, 2 ans et demi, et qu'elle avait pris ses repères à la crèche, là, on s'est sentis prêts. Les études disent que pour éviter qu'il y ait trop de rivalité entre frères et sœurs, il faut un écart d'âge de 2 ou 3 ans, pas moins. Je m'appelle Tanisha Burke, je suis chercheuse, coach parental et psychologue. Quand un enfant a 18 mois, tout ce qu'il a, ce sont ses parents. Il ne sait rien de la vie. Il ne sait pas que l'arrivée d'un frère ou d'une sœur est quelque chose de positif, que c'est un moment de bonheur pour toute la famille. Tout ce qu'il voit, c'est « je vais perdre maman et je ne veux pas perdre ma maman ». Je m'appelle Nicola Schmidt, je suis journaliste scientifique et j'ai une sœur. Ce n'est pas ma sœur biologique, mais elle a toujours été là. Autrefois, un enfant voyait l'arrivée d'un frère ou d'une sœur avant l'âge de 3 ans comme un danger de mort, voire une condamnation à mort. Parce que, jusqu'à l'âge de 3 ans, un enfant dépendait du lait maternel. Donc, si sa mère retombait enceinte avant ses 3 ans, ça le privait de ses calories et de la protection immunitaire qu'apporte le lait maternel. Les registres paroissiaux belges nous révèlent qu'il y a 500 ans, les enfants qui avaient un frère ou une sœur avant l'âge de 5 ans avaient un taux de mortalité beaucoup plus élevé que les autres. Souvent, les enfants se comportent en conséquence, comme si c'était une question de vie ou de mort. Mais aujourd'hui, on nous dit « ayez des enfants rapprochés, comme ça ils pourront jouer ensemble ». C'est vrai, mais plus tard, et uniquement si c'est pensé en amont. Je dis souvent aux parents « ne vous prenez pas la tête avec ça ». Prenez le temps, soyez indulgents avec vous-même et avec vos enfants. Il y aura des disputes, ce sera fatigant, mais vous n'y êtes pour rien, et eux non plus. Il faut associer l'aîné à l'arrivée du bébé. Et après la naissance, lui demander de l'aide pour changer les couches, donner le biberon. Et bien sûr, il faut lui apprendre à jouer avec son petit frère ou sa petite sœur. Comme ça, l'enfant se sentira intégré dans le nous de la famille. Et il n'aura pas cette impression « maintenant j'ai un frère ou une sœur et il va falloir que je trouve ma place dans ce puzzle ». Tu joues parfois avec ta sœur? Non. Elle est encore trop petite? Oui. Qu'est-ce que tu fais avec elle alors? Des câlins. Les premières semaines, elle était surexcitée. Elle n'arrêtait pas de courir et de sauter comme une folle dans l'appartement. Il fallait même qu'on fasse attention à Zoé. C'était une période où elle était très agitée. Elle se mettait vite en colère. On voyait qu'elle avait les nerfs à fleur de peau. Quand un enfant est seul dans la famille, il a une relation privilégiée avec son parent qu'il n'a pas besoin ni de protéger, il n'a pas besoin de lutter pour avoir l'attention de ses parents par rapport aux autres.
Je suis Isabelle Figliosa, je suis psychothérapeute, enseignante et écrivaine, et j'ai 2 frères et une sœur. Quand on est toute une fratrie, eh bien on est un peu en compétition. On peut être en compétition pour avoir l'attention du parent, mais aussi on a des relations avec les pères, avec les autres enfants beaucoup plus fréquentes. Ce qui a changé chez Mara, c'est qu'elle est plus souvent dans la provocation. Je suppose que c'est pour attirer notre attention. Un soir, j'étais seule avec les filles et à un moment, j'ai entendu quelque chose couler. Elle était en train de vider son biberon sur le sol, bien lentement comme ça. Voilà le genre de choses qu'elle peut faire. La peur de l'abandon est à prendre au sérieux, car elle peut avoir des conséquences graves sur le plan émotionnel et comportemental. Si l'enfant a peur de perdre l'affection et l'attention de son parent, il peut devenir jaloux. Et dans ce cas, il va se mettre à compter ce que son frère ou sa sœur reçoit de plus que lui. C'est cette peur et cette insécurité qui font naître la jalousie. Quand un enfant est jaloux, il faut essayer de comprendre pourquoi et y remédier. La jalousie chez un enfant, c'est le signe qu'il faut lui accorder plus de temps. Un nouveau-né, c'est fatigant pour une mère. Mais votre mari, vos parents ou vos frères et sœurs peuvent prendre le relais avec le bébé pour que vous puissiez avoir des moments seul à seul avec l'aîné. Que ce soit dans une famille, on dit intacte, une famille classique ou une famille recomposée, eh bien c'est la même chose. Le parent est là pour fournir de la sécurité à l'enfant, être la figure d'attachement, la figure qui va fournir la sécurité dès lors qu'on en a besoin. Tard le soir, quand les deux ont besoin de beaucoup d'attention, il arrive qu'il y ait des moments assez tendus. Oui, je vais te faire un bibi. Comme maintenant. Toutes les deux sont fatiguées Et à un moment, ça explose. et ça devient compliqué. En tant que parent, on aimerait pouvoir contrôler la manière dont frères et sœurs s'entendent. Mais évidemment, c'est pas possible, on ne maîtrise pas tout. Alors ce qu'on peut faire, c'est éviter d'ajouter de l'huile sur le feu. Évidemment que si on fait des préférences, si on traite différemment les enfants, si on donne beaucoup à l'un et beaucoup moins à l'autre, si on les compare sans arrêt, ça aggrave les choses. L'amour ne se commande pas. Je ne peux pas dire « aimez-vous, vous êtes frères et sœurs ». Non, parce qu'un frère ou une sœur, c'est comme un enfant qu'on rencontrerait au terrain de jeu et avec lequel on m'obligerait à vivre au quotidien. Pourquoi je devrais aimer cet enfant et partager ma maman, mes jouets, mes habits? En revanche, je peux exiger de l'aîné qu'il ait du respect. Et ça, je peux le lui apprendre. Pour une relation saine entre frères et sœurs, il faut des stratégies saines de résolution de conflits, de la sincérité, de la confiance, mais aussi savoir qu'on a le droit de se disputer. Dans une relation saine, on doit pouvoir dire « aujourd'hui tu me casses les pieds ». Bon, je commence. Je m'appelle Sam et j'ai 17 ans. Je m'appelle Esther et j'ai 9 ans. Et moi c'est Ben et j'ai 15 ans. On habite à Vlecnov, en République tchèque, et on se partage une chambre. Donc ça, c'est mon coin à moi, avec mon lit et mon étagère. Moi, mon coin est ici. J'ai un peu de place sous le lit de Ben. C'est sans doute moi qui suis le mieux loti. J'ai tout le bureau, mon lit et une étagère plus grande. Partager une chambre avec un frère ou une sœur peut être difficile pour les enfants, surtout quand ils grandissent. Quand ils sont petits, ils aiment jouer ensemble, au point que les parents ont parfois du mal à les mettre au lit. Mais plus ils grandissent, plus ils vont avoir envie d'un espace privé et de solitude, surtout à l'adolescence. Et là, partager une chambre peut devenir problématique.
Mais pour des raisons financières, c'est parfois inévitable. Partager une chambre avec mon frère et ma sœur, je trouve ça assez difficile, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace ici. On se dispute relativement souvent. Un jour sur deux, je dirais. Et pour des broutilles en général. Mais à un moment, la tension monte et ça explose. Les soirs où je veux me coucher tôt, par exemple, j'ai du mal à m'endormir. Surtout quand Esther fait de la danse dans le salon et qu'elle met la musique fort. Alors parfois je me mets en colère et je lui dis de baisser sa musique ou de l'arrêter complètement. Quand on se dispute, ça peut être assez intense. En général, on se crie dessus et parfois c'est très grossier. Quand on se dispute, ça fait du bruit. Parfois, ça s'entend presque dans toute la maison. C'est jamais physique, on se lance pas des trucs à la figure. C'est uniquement verbal, mais ça peut aller assez loin. C'est une étape normale du développement que de vouloir s'isoler de sa famille par moment. Et si les enfants n'ont pas la possibilité de le faire, ils vont exprimer une frustration. C'est particulièrement vrai pour les ados. Ils sont même capables de maltraiter physiquement leurs cadets parce qu'ils n'ont pas leur espace de tranquillité. On a mis en place plusieurs règles. Par exemple, quand l'un d'entre nous veut se coucher tôt, on essaye de faire attention pour pas le déranger. Pour une fratrie, quelles sont les options ? Chacun veut sa chambre, l'espace est restreint, on ne peut pas changer d'appartement. Comment faire pour que chacun y trouve son compte ? D'abord, il faut que les parents aident les enfants à être sympas entre eux. Quand il y a un conflit, il faut en parler en famille et chercher ensemble des solutions. Et il est important que les parents n'imposent pas les solutions. Si les enfants les trouvent eux-mêmes, ils auront d'autant plus tendance à les appliquer. Je me dis souvent que le jour où je serai morte, ils devront résoudre leurs conflits sans moi. C'est comme pour les disputes au moment de l'héritage. Si les enfants n'ont pas appris à s'entendre, ça peut très mal se passer. Ils doivent être capables de se parler et de se dire « voilà ce que je veux et voilà comment il faudrait faire ». Et l'autre frère ou sœur doit pouvoir faire pareil. Il faut leur apprendre à défendre leurs intérêts, mais aussi à résoudre les problèmes. Et les parents devraient s'en mêler le moins possible, sauf quand ça tourne à la violence verbale, à l'intimidation, etc. Si vos enfants doivent se partager une chambre parce qu'il n'y a pas assez d'espace et qu'on ne peut pas créer un espace pour chacun dans la chambre, le truc, c'est de créer de nouveaux espaces. Je vais avoir ma propre armoire, mon casier, mon cours de musique, mon club de sport. Ou alors je vais répéter dans une autre pièce. On n'a pas forcément besoin d'une pièce à soi. La plupart des gens n'ont pas une chambre par enfant. C'est un luxe incroyable. Nous avons besoin d'espaces intérieurs qui nous appartiennent. Quand on a ça, tout va bien. Le fait de devoir s'entendre avec des frères et sœurs, ça m'apprend la flexibilité, la communication, la capacité à fonctionner en équipe. J'apprends à cohabiter parce qu'au fond, c'est comme une colocation très rapprochée. Et c'est super d'être capable de ça. Ce qu'il y a de mieux dans le fait d'être frères et sœurs, c'est qu'on peut s'entraider et qu'on est toujours là les uns pour les autres. Ou du moins la plupart du temps. Et je peux aussi leur raconter des choses assez intimes. Oui, mais tu le fais pas souvent. Mais si je veux, je peux le faire.
Quand on est enfant unique, on n'a pas forcément l'occasion d'apprendre à désamorcer des conflits et à négocier. Mais les parents peuvent faire en sorte que leur enfant unique ait accès à différents environnements sociaux. Ils peuvent l'inscrire à des activités, par exemple. Il n'aura pas l'expérience de devoir partager au quotidien un espace, mais le fait de participer à des activités dans une communauté lui apprendra à fonctionner en collectivité. Le fait d'être enfant unique n'a aucune influence sur la personnalité. Certaines études disent que les gens qui ont des frères et sœurs sont plus flexibles et plus faciles à vivre. Mais aucune étude ne démontre qu'une situation serait meilleure que l'autre. Et c'est évident. Si je vis dans une fratrie insupportable, j'aurai plus de problèmes de personnalité que si je suis enfant unique. Ça ne dépend pas du nombre de personnes, mais de la façon dont on se comporte avec les autres. Je m'appelle Mélina et j'ai 16 ans. J'ai mes parents, Marine et Reg, et j'ai 2 petits frères, Ilian et Kellyanne. La théorie de l'ordre de naissance dit que les enfants ont besoin d'être différents de leurs frères et sœurs. En fait, tous les enfants ont envie qu'on reconnaisse leur spécificité. Chacun a envie d'apporter sa contribution personnelle à la famille et pas forcément de reproduire le modèle de ses aînés. Alors moi, je me donnerais le rôle un peu de la deuxième maman quand même, qui est toujours là pour ses petits frères, qui fait attention à tout. Ilian, je lui donnerais le rôle un peu du clown de la famille. Il est très drôle, il nous fait beaucoup rire. Et Kellyanne, du petit ange, du petit protégé de la famille, celui que tout le monde aime, que tout le monde adore. Mon frère et moi, on est des clowns. Ma sœur, c'est celle-là qui nous protège le plus. On est assez soudés. On sait qu'avec Ilian surtout, parce qu'on sait qu'avec Ilian, c'est pas très facile à vivre tous les jours. Et par exemple, si tout d'un coup, Kellyanne fait une crise d'épilepsie, je sais qu'avec Ilian, on va devoir être très soudés. Les rôles qu'on endosse dans la fratrie, dans notre petite enfance, peuvent nous marquer toute notre vie. Quand on est l'aîné, on a tendance à être plus facilement leader. Et donc ça, on va continuer d'incarner ça tout au long de la vie, on va être davantage leader. Tandis que le second, il peut se cantonner à être systématiquement le second, il est habitué à cette position. Ce qui permet de s'en dégager, c'est de le remarquer et de se dire « Ah, mais c'est à cause du fait que je suis née après. Ça n'est pas quelque chose qui est intrinsèquement de moi. C'est quelque chose que j'ai appris à faire parce qu'il y avait cette constellation familiale. » Il faut en finir avec ce mythe selon lequel l'ordre de naissance dans la fratrie déterminerait la personnalité. Il y aurait l'aîné super responsable, l'enfant du milieu souvent compliqué, et le dernier né qui a toujours besoin qu'on l'aide. Mais c'est n'importe quoi. Ce qui compte, c'est la manière dont les parents traitent les enfants. Si je demande tout le temps à l'aîné d'assumer des responsabilités, si je regarde celui du milieu en me disant « Ah là là, comme il est compliqué », et si je dis constamment au petit dernier « Viens, je vais te nouer tes lacets », c'est moi qui fabrique ces rôles. Mais aucune étude ne prouve qu'ils sont prédéterminés. Bien sûr, notre histoire nous marque, mais on peut s'en détacher si on regarde « Ah, c'est mon histoire. Ok, finalement, si j'avais eu une autre histoire, comment je serais devenue ?» Et c'est celui-là que je peux être, si j'en ai envie. Les parents devraient éviter de penser en stéréotypes et veiller à ce que tous leurs enfants soient traités sur un pied d'égalité par rapport à leurs besoins fondamentaux, le besoin de sécurité, d'affection, etc. Il faut éviter les idées préconçues sur ce qu'un enfant devrait être. Aussi difficile que ce soit, c'est à nous, parents, d'essayer d'être aussi neutres que possible pour permettre aux enfants de s'épanouir à leur façon, quel que soit leur choix. La maladie orpheline rare de Kellyanne s'appelle le syndrome Wolff-Hirschhorn. Ces enfants, ils peuvent souffrir d'épilepsie, de problèmes de nutrition. Ils ont un retard en fait de croissance, mais on dit que la plupart, ils ne parleront pas et ne marcheront pas non plus.
Donc c'est pour ça que nous, on fait des thérapies quotidiennes pour acquérir petit à petit ce que nous, en tant que personnes en bonne santé, on acquiert sans devoir travailler, sans devoir faire d'efforts. Alors en tant que grande sœur, j'aide beaucoup mes parents. Je suis beaucoup là pour eux, en essayant de leur enlever un poids, en faisant des choses, des petites tâches de la vie quotidienne, comme la vaisselle, le linge, etc. Et aussi de m'occuper de Kéliane et Iliane quand ils en ont besoin, quand je dois prendre le relais, s'ils ont autre chose à faire. Alors pour Iliane, je me fais un peu moins de soucis quand même, parce que je sais qu'il est grand, qu'il commence à être grand, à pouvoir être autonome, donc ça va, je me fais pas énormément de soucis. Après pour Kéliane avec sa maladie, je sais qu'on y pense quand même tous les jours, on a quand même peur. Après aussi pour Iliane, je m'inquiète quand même quelquefois quand je vois qu'il y a beaucoup avec Kéliane, quand je vois que Kéliane il est pas très bien en ce moment, je sais que ça touche beaucoup Iliane. Oui, des fois, ça me rend tout le temps triste quand il va à l'hôpital ou il est malade. Parce que à tout moment, en fait, il peut, j'ai pas envie de faire le mot, mais voilà, parce qu'il a un handicap. Oui, des fois, je m'inquiète même à l'école. Par contre, lui, pour moi, au foot, partout, c'est ma force. Ils sont aussi soucieux que nous par rapport à leur petit frère, à sa santé. Et on a quand même l'impression que parfois, ils ont peur de nous le montrer. Enfin, pas peur, mais que ce sont des enfants qui gardent beaucoup en eux, à l'intérieur, leur inquiétude. Donc c'est à nous un petit peu d'aller chercher les informations des fois et de pouvoir discuter avec eux. Avoir un frère ou une sœur handicapée permet à un enfant de développer plus d'empathie souvent, plus de conscience de la différence et d'acceptation de la différence. Ça peut développer davantage de sensibilité. Mais en fait, plus que le fait d'avoir un frère ou une sœur handicapée, c'est l'attitude des parents envers ce handicap qui va déterminer les choses. Parce que si les parents ayant un enfant handicapé l'institutionnalisent et l'oublient, ça ne va pas développer ses compétences chez l'enfant. Ce qui développe les compétences chez l'enfant, c'est quand il voit les parents prendre soin de l'autre, lui expliquer ce qui se passe pour l'autre, ça permet de développer, de s'adapter. En fait, chaque fois que la vie nous propose des difficultés, des obstacles, des choses différentes de d'habitude, ça nous oblige à nous adapter et du coup, on développe des forces. Alors c'est sûr que des fois, je suis quand même un peu triste et en colère. Ça arrive de devoir faire un peu tout ça. Après, je suis dans mon adolescence, donc des fois, je ne vais pas pouvoir sortir parce que je vais devoir m'occuper de Kéliane. Certaines études montrent que les enfants qui ont des frères et sœurs handicapés ont davantage d'empathie cognitive. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours à eux de s'adapter et de prendre sur eux. C'est aux parents de veiller au bien-être de ces enfants. Le problème pour des parents qui ont un enfant handicapé, c'est qu'il est au centre de l'attention, et ce tout au long de sa vie. Tout s'organise autour du handicap. Pour les autres frères et sœurs, c'est dur à vivre. Et donc il faut veiller à ne pas leur déléguer trop tôt des responsabilités, et à ce que tout ne tourne pas autour de ça. Je sais que j'ai quand même des moments dans les journées, etc., où je peux m'occuper de moi, je peux aller faire mon sport, je peux faire des choses de fille, me maquiller, etc., prendre soin de moi. Mes parents ne me demandent pas non plus tout, donc ils me laissent, ils savent que j'ai besoin des fois de mon moment à moi. En général, à l'âge adulte, les frères et sœurs se voient relativement peu. La fratrie est une relation en forme de U. Au début, on se voit beaucoup et puis très peu, mais à partir d'un certain âge, il y a à nouveau un rapprochement. Il faut s'occuper des parents et on doit se partager les tâches. Et on sait que dans le grand âge, les personnes qui ont une relation étroite avec leurs frères et sœurs souffrent moins de dépression et de solitude, qu'elles tombent moins souvent malades et qu'elles vivent plus longtemps. Il y a deux façons de poser les bases d'une relation frère-sœur. Soit ça se fait dans la petite enfance, soit, si ça n'a pas eu lieu, ça peut se faire plus tard via une thérapie et des discussions, mais c'est beaucoup plus difficile.
Pour moi, le plus important, c'est la compassion. Il y a de grands avantages à être empathique. Quand vous essayez d'avoir un regard sur le monde et que vous ne vous concentrez pas sur vous-même, quand vous vous occupez des autres et pas uniquement de vos frères et sœurs, vous vous sentez utile. Ça vous donne un sens de la bienveillance et de l'empathie que vous n'avez pas quand vous êtes focalisé uniquement sur vous-même.